Bonjour et bienvenue dans ce Tools in Action. Et merci déjà de vous être intéressé au sujet. Donc je me présente, je suis Alexis Morel, je suis consultant cloud builder chez WeScale. Alors qui c'est qui connaît déjà WeScale? Ouais, les gens de chez WeScale. Euh, donc on fait beaucoup de cloud, la promotion des bonnes pratiques sur le cloud et surtout la culture du partage. Donc si ça vous intéresse pour la caméra, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, dans ce Tools in Action, moi, c'est plutôt orienté débutant, mais je ne vais pas trop m'attarder sur les comparaisons d'outils et toute la partie install, pour ne pas perdre de temps, mais je vais plutôt me concentrer sur les trucs que je voulais expliquer et les trucs qui marchent. Donc, on va parler principalement de Windows Subsystem for Linux, un peu de terminal et de Docker for Windows. Donc, bosser sous Windows. Alors, vous inquiétez pas, je suis pas là pour troller. Il y en a qui le font bien mieux que moi, ils ont un stand là-bas. Et je suis pas là pour lancer de débat non plus. Pour ceux qui sont pas habitués, je sais pas de vous convaincre d'installer Windows du tout. C'est juste que des fois, on arrive en entreprise, on nous file un ordinateur avec Windows dessus parce que les entreprises savent mieux gérer ça au niveau sécu, au niveau d'un parc informatique. Et donc, du coup, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, on a la possibilité donc, de bosser correctement avec un environnement de développement sous Windows aussi. Alors, en toute honnêteté, Windows a quand même beaucoup de lacunes. Déjà, première chose, ça vient souvent avec un gros PC comme ça. Bon, Microsoft n'a pas toujours été aussi ouvert qu'ils le sont aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, le plus important pour nous, c'est de monter un environnement de développement et d'avoir des outils à disposition. Premier exemple, par exemple, Windows, c'est pas case sensitive, contrairement à Linux. Et ça, on verra après que ça peut poser des soucis. La console, elle a toujours été pas très bien faite. On ne pouvait pas la redimensionner comme on voulait. Ça supporte pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de couleurs, etc. Pour l'agencement du texte et tout, c'était toujours compliqué. Il n'y avait pas d'onglet, ça manquait d'outils, gestionnaire de paquets, tout ça. Voilà. Et vous savez peut-être sûrement, Microsoft aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ont développé Windows 10 en s'intéressant beaucoup plus aux développeurs. Et il y a 3 jours, ils ont annoncé un nouvel OS pour l'IoT qui s'appelle Azure Sphere et qui est basé sur un noyau Linux. Donc, voilà. Ils ont interrogé les développeurs et les 2 principales choses qui ressortaient de leur questionnaire, c'était améliorer la console Windows et fournir les outils qu'on a à disposition sur Linux. Donc, Windows Subsystem for Linux, c'est... alors déjà, est-ce qui l'utilise ou qui y connaît déjà? 40%. C'est le fruit d'un travail entre Canonical, donc l'éditeur d'Ubuntu, et Microsoft pour fournir Bash dans Windows. Donc c'est disponible pour Windows 10 Pro uniquement. C'est en développement actif, sorti de bêta à la dernière grosse update en octobre dernier. Et vous pouvez suivre le développement du projet sur GitHub, les issues, etc. L'idée, c'est de faire tourner des binaires natifs compilés pour Linux directement sur Windows. Donc, les distributeurs de distribution Linux, Debian, SUSE pour l'instant et Ubuntu, principalement, déposent en fait une version de leur distribution sans le noyau sur le Windows Store. Et Windows Subsystem for Linux est complètement agnostique au Linux qui va tourner au-dessus, en fait. Donc concrètement, vous avez une version d'Ubuntu, là, dans mon exemple, sans noyau, qui tourne dans Windows. Il n'y a pas de VM d'impliqué. En fait, on a une émulation du noyau Linux qui va se faire. Et la brique Windows Subsystem for Linux qui est en dessous, elle va traduire en fait tous les appels système vers le noyau NT de Windows et fournir des équivalents pour tous les appels qui n'existent pas ou qui n'ont pas d'équivalent. Donc je vous propose de jeter un œil. Avant, il faut que vous sachiez une chose.
WSL, donc Windows Subsystem for Linux, le raccourci c'est WSL. Ça veut aussi dire World Surf League, donc voilà. On trouve souvent ça sur Google, donc c'était marrant. Pour, pour, pour tous ceux qui n'ont pas déjà fait, donc je vais switcher. Ça dépend de la version que vous avez. Depuis le dernier update, on peut directement aller sur le Windows Store et puis taper WSL. Hop. Et vous allez avoir directement à disposition les distributions que vous allez pouvoir télécharger et donc installer. C'est assez simple. Vous avez 3 questions à répondre. Est-ce que vous voulez bien l'installer? Est-ce que vous voulez créer un utilisateur et votre mot de passe? Moi, je suis dans une version qui est un peu plus ancienne, parce qu'elle est gérée par l'entreprise qui m'a fourni cet ordinateur, donc je ne peux pas l'installer directement depuis le store, mais il y a un autre outil qui s'appelle LXRun, mais en vrai, vous avez juste à ouvrir le menu Windows, taper bash, et ça vous ouvre la console de Windows 10, et ça vous lance l'installation de Windows Subsystem for Linux, et le téléchargement de la distribution Ubuntu. Donc, là, je suis dans ma console. C'est assez simple. Bon, c'est une distrib normale. On retrouve les fichiers qu'on a d'habitude avec le bashrc. Et moi, j'ai d'autres choses parce que j'ai déjà configuré mon environnement. Si vous pouvez utiliser tous vos outils, j'en sais rien, apt-get install. Je ne vais pas vous faire un install maintenant parce que, ah oui, alors c'est exactement la même chose que sur Linux. Du coup, on oublie toujours de mettre sudo au début. Et je ne vais pas vous faire une install, j'ai mis un truc que j'avais déjà installé, comme ça on ne perd pas de temps. Vous allez retrouver dans /mnt, ça c'est intéressant, C et D. Donc du coup, par défaut, votre file system Windows est monté dans /mnt. Et donc là, vous allez retrouver tout votre file system. Ça c'est bien. Vous pouvez utiliser tous les outils que vous avez envie de télécharger sur les repos d'Ubuntu, par exemple, là, dans mon cas. C'est exactement les mêmes binaires qui sont téléchargés, qui tournent dans la distribution. Il y a d'autres outils. Alors, par exemple, moi, je vais aller... Est-ce que j'ai déjà des trucs? Ouais, j'ai déjà des trucs. Et évidemment... Et si je vais dans D, bon, c'est pour vous montrer que je ne mens pas, mais voilà, je retrouve mes projets ici. Alors, on le verra après, mais moi, je vous conseille de travailler comme ça, parce qu'il y a quand même quelques problèmes de communication entre les file systems Windows et Linux. Et donc, c'est mieux de travailler sur les montages qui sont faits par WSL plutôt que d'aller taper depuis Windows dans le file system Linux. Vous avez d'autres outils comme Tmux par exemple qui fonctionnent de la même manière, je ne sais rien. Vous avez htop si vous voulez, donc je vais vous montrer. Si je vais dans mon gestionnaire de tâches de Windows, là on va retrouver les processus qui tournent, donc mon bash, et si je descends, je devrais retrouver normalement htop aussi par exemple. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, je vais re-switcher. C'est bon. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fonctionne? C'est un schéma que j'ai repris à Jessie Frazel. J'ai mis les liens dans les slides si vous voulez les voir après. Je fais un tout petit écart technique. C'est assez simple. Tout à droite, vous avez donc une exécution simple. Vous lancez votre exécutable Windows et puis il s'adresse au kernel NT. Donc c'est la même chose. Enfin, ça, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais vous avez le user mode et le kernel mode. Et si jamais vous êtes dans votre bash, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lancer votre commande. Ça va démarrer ce qu'ils appellent des pico-process. En fait, c'est un processus avec une liste de drivers associés spécifiques. Et en fait, tous les appels qui vont être faits au système avec ces drivers-là vont être traduits par la couche WSL qui tourne dans le kernel mode et du coup forwardés vers le kernel Windows. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Et donc, en implémentant en fait une traduction des appels système, du coup, ça permet de vraiment avoir les mêmes binaires que dans notre distrib originel et de faire tourner tous ces binaires au format exécutable
ELF, non modifiés directement dans Windows. Mais, donc il y a toujours des petits problèmes. Tout n'est pas 100% fonctionnel, donc comme je vous le disais, c'est assez récent. Sur la console de Windows 10, comme sur Windows System for Linux, il y a des bugs comme dans tout logiciel. Vous pouvez les suivre, je vous disais, sur GitHub. Il y a aussi des limitations. Donc je vous disais, principalement dû aux différences de file system entre Linux et Windows. La case, par exemple. Il y a un workaround qui est dans le insider build de Windows. Donc, vous avez aussi tout ce process-là pour Windows 10 avec un insider, une preview. Vous pouvez vous inscrire en tant que développeur et avoir des versions d'avance de phase. Dans le dernier insider, il y a des marqueurs sur le file system NTFS pour indiquer quand il faut respecter la case sur certains fichiers, par exemple. Donc, ça, c'est des trucs qui sont en cours d'être mis en place. La gestion des droits et des permissions aussi, par exemple, c'est un peu différent, donc très différent même. Donc moi, je ne l'ai pas là, mais dans les versions récentes, vous pouvez faire du chmod et du shown autant que vous voulez. Là, pour l'instant, il y a vraiment un gros souci d'interopérabilité entre les deux file systems, donc c'est pas du tout recommandé, sous peine de sanctions immédiates, d'attaquer le file system Linux depuis vos applis Windows. Donc depuis votre IDE, par exemple, si vous avez cloné un repos dans votre file system Linux, c'est vraiment pas conseillé parce que du coup, il va pas savoir réécrire les permissions, etc. Et donc, vous allez perdre vos fichiers, en fait. Quoi d'autre? Ouais, donc c'est vraiment une émulation qui est faite. Et donc, un autre point intéressant à noter, comme il y a plein de métadonnées qui sont gérées en même temps que les fichiers et les différents répertoires, ben, ça peut provoquer des petites baisses de performance. J'ai mis pareil un lien vers quelqu'un qui fait des tests de perf sur Windows System for Linux, sur Docker, sur de la distrib native, sur de la VM. Tout ça en comparatif. Les perfs sont vraiment bonnes, sauf quand il y a vraiment beaucoup d'IO. Mais après, si vous faites de la compile, si vous faites du processing, des calculs, etc., ça c'est vraiment top. On est vraiment, c'est des perfs qui sont juste derrière un file system normal et au même niveau que ce que si vous faisiez du Docker, par exemple. La VM est vraiment derrière, quoi. Donc ça, c'est un truc intéressant. Je passe au sujet suivant, donc la partie terminale. Qui connaît OMyZSH déjà? Ouais, pas beaucoup, 10% je dirais. Donc le prérequis, c'est ZSH, évidemment. ZSH, en fait, c'est une variante de Bash qui apporte beaucoup de choses sympas, comme une bien meilleure complétion sur votre file system, mais aussi sur les commandes, en vous affichant les infos, etc. On va le voir après. De l'update in place sur les commandes que vous tapez. De l'extension de chemin, et vous pouvez avoir un prompt à droite et à gauche. Enfin, voilà. Des choses sympas. OMyZSH, c'est une collection, en fait, c'est un framework de configuration de ZSH, mais c'est une collection de plugins et de thèmes, un peu trop d'ailleurs, et qui vous permet de configurer très facilement ZSH. Il y en a d'autres comme Presto, Antigène. Je vous ai mis les liens dans les speaker notes sur les slides. Comme je vous disais, c'est des vrais frameworks de configuration. Donc là, c'est un exemple de terminal configuré avec un truc qui s'appelle Power Level 9K. Moi, j'utilise pas ça, mais je trouvais que c'est ça assez parlant. En fait, il y a beaucoup de thèmes, des fois ils vont un peu trop loin. Moi, je préfère des trucs un peu plus minimalistes, mais avec celui-là, vous pouvez même afficher la batterie qui vous reste sur votre laptop ou le CPU, la RAM, enfin un tas de trucs. Juste un disclaimer, vous arrivez rapidement à un prompt qui est surchargé, qui met quelques secondes à vous rendre la main, c'est hyper frustrant, quoi. Donc je vous conseille pas, moi je préfère un truc plus simple. Il y a plein de thèmes qui gèrent à peu près tous les outils, donc vous prenez un truc assez simple et c'est très facile à configurer, on va le voir après, parce que ça vous est grandement facilité. Et Hyper, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Hyper? C'est un terminal. 2, ok, 3 personnes, 4 personnes au fond. C'est un terminal en HTML, JavaScript, CSS. La version 2.0 est sortie mardi dernier. Et donc ça fait plein de choses. C'est un terminal dans lequel vous allez faire tourner Bash, où il y a des onglets, du split screen et encore des thèmes et des plugins et des bugs.
Euh, c'est construit avec le framework Electron. Euh, Comme pas mal d'autres applis desktop d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Atom ou Slack ou VS Code, GitHub Desktop, voilà, tout ça c'est fait avec le même framework que ça. Et on trouve assez facilement des listes épurées des plugins et thèmes qui ne sont pas trop bizarres. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même 2-3 bugs ici et là. Donc je vais repasser sur un truc un peu, on va regarder où on en est. Donc je retourne sur mon terminal. Euh, ça va pas marcher. Je vais demander RC. Je vais rapidement demander à mon terminal d'exécuter ZSH au démarrage. Moi j'ai déjà installé, je ne vais pas vous montrer l'install comme je vous disais. Et je vais lancer hyper. Oui, c'est ça. Et je vais vous montrer un peu la différence. Donc, ça, c'est mon prompt. Je vous disais un truc beaucoup plus simpliste. C'est un thème qui s'appelle Refined. Moi, je vais vous montrer tout de suite. Hop. ZSHRC, du coup. Donc, la complétion, comme je vous disais, il y a du défilement. Et puis, l'édition, elle se fait en place. On n'a pas un retour à la ligne à chaque fois. Pour changer de thème, bon, c'est des trucs assez simples, mais il y a un thème, par exemple, qui est assez souvent repris, qui s'appelle Agnoster, qu'on voit assez souvent en conf. Hop. Donc, nouvel onglet. Là, je pars sur du Agnoster. Donc, c'est un truc, si je vais dans slash... Alors, par exemple, je vais aller dans slash mnt, slash d, slash another, un nom de repos. Donc, je peux mettre slash m, slash d, slash a, et du coup, il va me faire la complétion. Moi, j'ai juste à appuyer tab comme dans une IDE. Je vais arriver dans mon repos. Là, j'ai un repos, donc on voit, ça m'affiche les infos Git. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser un prompt où vous avez les infos pour Git, mais voilà, par exemple, là, j'ai des modifs dans mon repos. Si j'ai envie de revenir en arrière, donc je vais faire, par exemple, du Git, je vais faire du Git checkout. Alors, il me complète le E, là, puis après, il me propose les différentes options qui viennent avec Git. Donc ça, c'est assez pratique avec les infos. Je vais faire un Git checkout, et puis là, il va me proposer toutes les branches existantes, et y compris les heads, etc. Donc moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je reviens sur ma branche master. Et ou plutôt, c'est plutôt ça que je voulais faire. Hop, toujours pas. Alors, j'ai pas la commande fuck, mais vous avez une commande fuck qui vous permet de rejouer si vous êtes trompé d'un caractère. Voilà. Quoi d'autre? Bon, vous avez compris le principe. Voilà, il y a plein de petits add-ons sympas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, non, mais si, en fait, j'ai un truc que j'ai failli oublier. Alors, par exemple, si je vais éditer le readme, je vais mettre n'importe quoi. Hop. Alors, sur le git commit m. Ah non, plus important. Je vous avais promis une fusée dans le prompt. Donc je vais pusher sur mon repos, et quand je fais mon git push, ah oui, je crois que j'ai fait un clone en HTTP. Hop. Et ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une backup pour l'effet démo. On y est? On y est. Ouais. Ouais. Ok. Suivant. Donc maintenant on passe à Docker for Windows. Donc Docker, c'est tout le monde est familier avec Docker, au moins les containers. C'est bon? Lève la main. Oui, quand même. Donc vous le téléchargez sur le store de Docker. Donc les gens aiment bien faire des stores. C'est pareil, c'est fait pour Windows 10. Si vous avez une autre version, il faudra passer par la Docker Toolbox. Donc là, c'est vraiment Docker for Windows, qui est très intégré avec Hyper-V. J'en parle juste après. Vous avez une channel Edge et une channel Nightly et une channel stable.
Par exemple, là, aujourd'hui, dans la channel Edge, vous avez le support de Kubernetes qui était annoncé à la dernière DockerCon, qui n'est pas dans la version stable. Vous inquiétez pas, c'est assez facile de changer d'un à l'autre. Donc ça vient avec tout l'environnement Docker complet, la CLI, l'engine, Docker Compose, Notary, etc. Donc je disais, c'est très intégré avec Hyper-V. Hyper-V, qu'est-ce que c'est? C'est l'hyperviseur de Windows 10. C'est un hyperviseur de niveau 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un hyperviseur natif. Ça veut dire qu'il permet d'accéder directement au hardware, par opposition à un hyperviseur de type 2, comme VirtualBox, qui lui doit dialoguer avec l'OS avant de pouvoir accéder au hardware. Donc du coup, gros gain de performance. Ça, c'est un vrai atout. Et donc c'est un prérequis pour Docker for Windows, parce que voilà, il se sert d'une VM Hyper-V pour faire tourner votre démon Docker. Vérifier, vous aurez besoin de vérifier que vous avez bien activé la virtualisation, comme d'habitude. Ça, c'est dans le BIOS. Et aussi la fonctionnalité Hyper-V dans votre Windows. Encore une fois, moi, je suis dans le cadre où on m'a prêté une machine Windows. Donc, il faut bien faire gaffe d'avoir les droits. Vous aurez besoin des droits administrateurs ou de pouvoir élever les droits pour ajouter donc, la fonctionnalité Hyper-V ou pour vous rajouter, vous, dans le groupe des gestionnaires Hyper-V ou le groupe des Docker users, d'ailleurs, qui est créé avec Docker for Windows. Et bien, on retourne en démo. Donc, je suis dans Windows. Là, vous avez peut-être vu déjà en bas à droite, je ne sais pas qui utilise Docker for Windows déjà. OK, donc même pas 20%. Vous avez là donc, les settings, où vous allez, bon, on est en mode userland applicatif avec des fenêtres et du clic, donc c'est voilà. Vous avez les préférences générales, vous pouvez partager vos disques locaux avec votre instance Docker. Vous pouvez configurer la VM, donc là on a la localisation de la VM sur disque. Vous pouvez configurer les options du démon, Kubernetes comme je vous en parlais, et vous pouvez faire un restart de votre instance Docker ou un reset à défaut, donc c'est assez simple. Je crois que c'était là, voilà, juste en bas, là, si vous voulez passer dans une autre version de Docker for Windows, il faut les droits. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Ouais, alors tout à l'heure, j'étais sur le gestionnaire de tâches. Vous allez dans l'onglet Performance, là, vous allez voir que la virtualisation est bien activée ici. Quoi d'autre? Je peux vous montrer le gestionnaire Hyper-V. Donc là, on a une VM qui s'appelle Mobile Linux VM, qui est créée avec Docker for Windows, qui est en train de tourner. Si je vais regarder, je vais plutôt faire les paramètres. Et on va retrouver ici toutes les options qu'on a mis. On a choisi d'avoir 1 Go de RAM et puis 2 processeurs, etc. Le réseau. Alors, le réseau, c'est un autre sujet aussi. Si vous n'avez pas de questions à la fin, vous pouvez me poser une question sur le réseau, parce qu'il y a des petits problèmes d'interopérabilité. Quoi d'autre? J'avais prévu de vous montrer des trucs. Ouais, ben écoutez, Docker Info, voilà. Donc là, je suis en train d'utiliser effectivement mon instance. Alors, hop, pardon. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Docker Machine, par exemple. Allez, Docker Machine LS, par exemple. Où j'ai aussi provisionné avec Docker Machine une autre VM, donc avec le driver Hyper-V qui tourne à côté. Donc c'est la deuxième qu'on voyait dans le gestionnaire Hyper-V. Là aujourd'hui, si je fais un Docker PS, et ben écoutez, je m'adresse à mon démon Docker qui est dans Windows, d'accord, qui est créé par défaut avec Docker for Windows. Et si là, en fait, comme je suis dans Bash, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Comme je suis dans Bash, en fait, je ne peux pas m'adresser à la socket Unix qui est là, parce que moi j'ai installé la CLI qui venait avec ma distrib Ubuntu. Et donc, si je fais vi.zshrc,
Ouais, il me semble que c'est ça. Hop. Voilà, tout en bas, vous voyez, j'exporte la variable dockerhost pour aller parler sur une socket TCP plutôt, sur localhost, donc à mon démon Docker. Donc c'est ça qui se passe. Si je veux aller parler, pardon, hop, à mon démon, à mon Docker qui est Docker Machine, voilà, j'ai une commande pour switcher rapidement. En fait, il faut que je récupère son IP, pareil, que je m'adresse à lui sur une autre socket et que j'aille chercher les certificats qui sont provisionnés avec Docker Machine. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les variables d'environnement. Je ne sais pas si vous savez bien comment ça fonctionne, mais voilà, en gros, vous avez une variable dockerhost qui spécifie à quel démon vous allez vous adresser. Si je fais docker nginx par exemple. Voilà. Et si je fais donc mon petit raccourci, là j'ai changé de mes variables d'environnement en fait, tout simplement. Là on le voit ici. Et si je fais docker ps, là j'ai aucun démon Docker qui tourne. Bon, alors dernier point que je voulais aborder. Dans certains cas, quand on bosse souvent avec différents, donc c'était tout le sujet de la présentation, je vous rappelle, quand on bosse souvent avec différents démons Docker sur différents environnements, etc., on ne sait plus trop à qui on envoie nos commandes Docker. Donc là, l'idée, c'était d'afficher dans mon prompt le démon Docker avec lequel je suis en train de parler. Et surtout, une baleine. Alors, OMyZSH, c'est un repo Git qui est dans votre home directory. Donc il est là. Du coup, si vous faites des modifs dedans, vous pouvez simplement committer vos modifs. Et du coup, quand vous updatez OMyZSH, vous faites un git pull et c'est marre. Donc là, je vais aller éditer le thème refined. Et c'est tout. Hop. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Alors, première chose, on va aller fichier. Hop. Ah. Hop. On va aller afficher une baleine. Donc, j'ai mis un code Unicode cryptique. Et hop là. Qu'est-ce que je fais? Hop. Donc là, tout ce que je fais, je vous explique rapidement. Je réaffiche j'ai juste réaffiché le résultat de ma fonction Docker information. Et donc là, si j'ouvre un nouvel onglet, je vais avoir ma petite balle. Ah, bah non, j'ai changé de thème tout à l'heure. Personne ne me l'a dit. Alors, hop, on ne suit pas. Alors, j'étais pas dans le bon répertoire. Et hop, 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 hop. J'ouvre un nouvel onglet et je récupère mon thème avec ma baleine. Et donc, et donc l'idée là, c'est d'aller afficher. Donc comment je sais en fait Docker info va me renvoyer en fait le nom de mon. Je pourrais très bien récupérer ça, d'accord? Sauf que c'est pas une bonne idée parce que là on est dans le prompt. Chaque fois que vous lancez, vous retournez à la ligne, vous allez exécuter cette commande. Si jamais le Docker répond pas, etc., ça peut vite laguer. Donc moi je vais récupérer juste la variable d'environnement dockerhost. Hop, il me reste 1 minute. Je suis grave dans les temps. Hop, on s'en fout de l'indentation, ça sert à rien. On n'est pas en YAML. Et ça je peux dégager. Voilà, hop. Ça devrait marcher. Voilà. Donc là, j'affiche ma baleine avec localhost, sachant que je m'adresse donc à mon démon sur localhost. Si je veux m'adresser à l'autre machine que j'ai provisionnée avec Docker Machine, je vais aller provisionner mes variables d'environnement qui vont m'afficher l'IP du coup du démon Docker auquel je m'adresse. Si vous avez des noms de domaine, évidemment c'est plus parlant. Voilà, ça c'est pas mal déjà, non ? Voilà, si vous avez des questions. Oui ? Pardon ? Oui.
Ouais. Oui. Alors, la question, c'était si j'ouvre Atom, alors IntelliJ aussi, ou n'importe quel autre environnement qui récupère ton terminal, tu vas récupérer ton configuration. En fait, Bash, c'est un exe Windows. Donc, si tu vas l'exécuter dans un autre émulateur, un autre terminal, ça va fonctionner pareil. Je réponds à ta question? Ouais? Non? Ah, d'accord. Oui, tu peux le lancer. Alors, tu peux lancer, je répète la question, lancer Atom depuis le Bash, c'est ça, par exemple? Ouais. Oui. Alors, effectivement, ça aussi, c'est un des points qui est un peu en retrait, mais là, ils sont en plein en train de travailler dessus. On peut lancer depuis longtemps des applis X avec un serveur X depuis le Bash, et, ça ne pose pas de problème. En plus, si tu es sur une version récente, ça marchera sans problème. Et ben voilà. Merci.